Lydie, tu veux pas faire animatrice? Animatrice. Bonjour à tous. Donc, je suis là pour meubler pour l'instant la salle dans l'attente de l'arrivée du présentateur Xavier de Beautride. Je me présente donc délégué international pour la région Bretagne chez BPI France. Et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui sur ce grand plateau Fabrice Le Sachet, président de Stratexio, vice-président de MEDEF. C'est bien cela? Ou tu as d'autres casquettes aussi? Tout à fait. Bonjour Lydie. Bonjour, merci de ton Fabrice. accueil, extrêmement chaleureux. Merci de meubler. Donc, Étienne Vauchez, donc président de la Fabrique de l'exportation, ce think tank qui a sorti un manifeste du tonnerre pour comment changer, casser les codes sur le commerce à l'international. Je vous invite à aussi aller consulter la chaîne YouTube et regarder en replay les différents webinaires qu'ils ont réalisés, dont un en lien avec le World Trade Center de Brest. Je vois Sébastien Kahn qui est là et qui avait fait intervenir notamment, Tech Nature, Pierre Morvan, qui est également CCE bénévole. Nous avons Marilyn qui papote avec Jean-Christophe, Marilyn Berthaud qui Bonjour à tous. Présidente de Valiance International avec un tropisme Pologne, mais qui est aussi la déléguée régionale de l'OSCI qui s'est structurée en région Bretagne. Tout à fait. Les opérateurs du privé qui se sont regroupés avec MEDEF International, dont le directeur général Philippe Gauthier est là, avec les OSCI et avec Stratexio pour créer la Ligue Export que nous avons présentée ce matin. Donc le site internet aussi est ouvert, n'hésitez pas à aller le consulter et le mettre dans vos favoris. Pour finir, nous avons les CCE, Jean-Christophe Pillot des CCE, notre président des CCE. Je suis personnalité experte associée aux côtés des 58 ou soixantaine de CCE bénévoles bretons qui sont à votre disposition, dont le site internet est aussi finalisé avec le trombinoscope en ligne. Je vais encore tenir quelques minutes si je peux. Bonjour à tous, c'est super parce que tu as tout dit. J'ai tout dit, je ne sais pas, mais pourquoi est-ce qu'on vous avait regroupé? C'était pour parler d'international, mais non pas en mode pratico-pratique. C'était un peu de prendre de la hauteur, un peu de stratosphère, mais aussi de vous, en Bretagne, de venir nous donner des grandes lignes d'information sur le sujet. Et heureusement, Xavier est là, donc je lui laisse la parole. Je te donne le micro. Voilà, bon, on va pas être très Covid, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Je suis désolé, il y avait juste une plénière avant, et donc j'arrive un petit peu essoufflé, mais c'était prévu pour vous parler. Alors, je pense que je sais pas, tu as déjà tout fait, Lydie, donc tout va bien. Tu as présenté les intervenants. Ça, c'est fait. Formidable. Bon, je reconnais à peu près tout le monde, donc je ne suis pas perdu. Je vais juste quand même remettre de l'ordre dans mes fiches. Voilà. C'est ce qu'on appelle du direct. Et effectivement, lorsqu'il a fallu concevoir ce plateau avec les équipes de Lydie Kernéis et puis tous les participants qu'elle vient de vous présenter, on s'est demandé comment on allait structurer notre échange et notre débat. Et on s'est dit qu'il s'était quand même passé énormément de choses au cours des derniers mois. Ça n'aura échappé évidemment à personne. Et que la contrainte de la crise sanitaire, la difficulté de déplacement, avait un impact évident sur toutes les activités de l'international de l'export et que ça pouvait être intéressant de se questionner ensemble sur la manière dont justement il se dessinait une nouvelle donne pour le commerce international. En Bretagne, évidemment, mais ça se passe sans doute à peu près de la même manière ailleurs, et de voir comment les acteurs s'organisaient. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble en 45 minutes. La gageure est assez importante, mais il y a vraiment des choses intéressantes. Alors j'avais envie de commencer avec vous, Étienne Vauchez. Alors vous avez été présenté, vous êtes le président de la Fabrique de l'exportation. C'est un think tank qui publie des tas d'études et qui donne toujours beaucoup de grains à moudre pour bien comprendre cette question de l'international. La question que je voulais vous poser, est-ce que ça va durer tout ça? Est-ce qu'on va revenir un jour à la situation d'avant? Bonjour à tous, merci de me lancer sur une question aussi difficile. Non, ce qui est assez marquant dans cette aventure Covid, c'est qu'on s'est adapté sous la contrainte. Maintenant, la contrainte se relâche un tout petit peu et donc on se pose la question avec un peu plus de recul, la poussière retombe un tout petit peu et on se dit ok, qu'est-ce qu'on garde pas? En fait, il y a quelque chose qu'on a profondément adopté, c'est l'export sans voyage. Alors que 80% du temps des cadres export, en général, étaient en voyage. Et c'est aussi l'export sans salon, puisque 80% parfois des ventes des entreprises à l'export se faisaient sur des salons. Donc l'export sans voyage, l'export sans salon, c'est quelque chose qui nous a beaucoup perturbé. C'est possible quand même. Et on a trouvé quand même des solutions. On a trouvé la visio, on a trouvé la vente en ligne, on a trouvé la vente en streaming.
on a trouvé la collaboration, on a trouvé l'externalisation, on a trouvé de nouvelles manières de créer de la valeur et de s'organiser pour que les choses se fassent. Et ça, c'est un sujet qui est suffisamment, disons, important, je pense, pour que ce soit un peu le fil rouge. C'est qu'est-ce qu'on va garder de ce qu'on a appris dans le Covid, et puis quels sont les éléments nouveaux. Par exemple, l'augmentation du prix du transport, c'est postérieur au Covid. On va plus se déplacer pour la réunion qu'on peut faire. C'est un élément assez déterminant. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut mettre aussi au centre du débat. Vous avez publié d'ailleurs avec vos équipes un manifeste pour le renouveau de l'exportation. Et c'était de tout ça dont il parle en quelque sorte, ce manifeste, de se dire voilà, il va falloir faire différemment, se nourrir de l'exercice qu'on vient de vivre et puis inventer la suite. Oui, alors bon, à la base, il y a quand même une opportunité de croissance assez forte. Il y a une reprise mondiale, il y a une reprise du commerce international qui est plus forte même que la reprise mondiale. Il y a des goulots d'étranglement sur les approvisionnements, sur le transport, on en a parlé. Et puis il y a cette opportunité digitale qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer à un Australien de faire une visio pour faire sa connaissance et voir s'il y a des affaires à faire avec lui, alors qu'avant, vous auriez fait un voyage coûteux, et d'ailleurs que vous n'auriez en fait pas fait. Avec de la quarantaine avant, après. Avec la quarantaine. Non, à l'époque, il n'y avait pas de quarantaine. Mais je veux dire, à l'époque, vous avez eu un décalage horaire, ça vous aurait coûté un bras et vous seriez arrivé complètement décalqué. Alors que là, vous pouvez faire le premier tour de chauffe, entre guillemets, des prospects en Australie en visio. Et puis après, s'il y a une matière, vous y allez. Donc il y a vraiment une nouvelle manière d'aborder. Je pense que c'est à ça qu'il faut qu'ensemble, on essaye d'évoquer, et aussi avec les témoignages et les questions de la salle. On va faire tout ça. On va regarder comment ça se passe en Bretagne, parce que chez BPI France, vous avez, Lydie Kernéis, publié et réalisé des études pour prendre la mesure de ce commerce international ici, organisé par les entreprises bretonnes. Qu'est-ce que ça nous dit, les dernières études toutes récentes là, que vous venez de publier ? Alors, ce n'est pas moi qui ai publié cette étude, cette enquête biannuelle de nos entreprises exportatrices bretonnes. En fait, c'est la CCI Bretagne, en lien avec Bretagne Commerce International, avec l'énorme contribution des douanes pour la transmission des données. Donc, cette étude qui date de juillet dernier est très intéressante parce qu'elle nous fait prendre conscience. Donc, on a le chiffre de 3600 entreprises exportatrices bretonnes identifiées, donc plus de 2000 exportent régulièrement, et que la typologie de nos entreprises bretonnes est que nous sommes sur des entreprises de petite taille, puisque 70% des entreprises bretonnes ont moins de 20 salariés. Donc on est sur des typologies d'entreprises peu structurées à l'international et qui ont besoin justement de s'appuyer, on l'évoquait tout à l'heure avec Étienne, de s'appuyer sur l'externalisation de la fonction export. Et là, je donne du grain à moudre pour les prochains intervenants. Merci. Et on la trouve où, cette étude ? Elle est accessible ? Oui, sur le site de la CCI Bretagne, ou même sur Google, vous tapez enquête biannuelle des entreprises exportatrices bretonnes, et franchement, vous aurez tout le détail des pays qui sont dans le top 10 des entreprises bretonnes exportatrices. Donc, je vous cache pas que c'est l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Nos entrepreneurs, à 70%, quasiment 70%, exportent en Europe, donc c'est assez aussi en corrélation avec ce qui se passe en France. Et c'est pour ça que nous, côté BPI France, nous sommes très fiers d'avoir ouvert notre GPI, notre garantie de projet à l'international, en cas de création de filiales, de renforcement des fonds de filiales ou de croissance externe, non plus uniquement aux pays du grand export, mais à l'ensemble des pays européens. Et ça, c'est depuis début juillet. Voilà, Fabrice Le Sachet qui salue cette initiative, vice-président du MEDEF, porte-parole. Vous êtes aussi très actif à l'international. Quelle réaction vous avez justement par rapport à cette nouvelle donne que vous disent les entreprises que vous accompagnez au quotidien et qui vous font part sans doute de réactions contrastées ? Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une nouvelle donne. On a beaucoup tendance à dire il y a un monde avant Covid, après Covid. Moi, je pense... le MEDEF, les organisations patronales, que c'est plutôt un révélateur des situations. L'export, l'international, ça permet aux entreprises d'avoir des vertus défensives et offensives. Défensives, pourquoi ? Parce que lorsque vous mutualisez les risques, lorsque vous êtes sur une pluralité de marchés, vous avez plus de chances de vous en sortir lorsqu'il se passe quelque chose comme une situation pandémique. Les études qu'on a, c'est que plus les entreprises sont internationalisées, mieux elles ont résisté. Parce que tout le monde a été touché par le Covid, tous les pays quasiment, mais pas en même temps et de la même façon, pas avec la même intensité. Donc je prends un exemple concret, au Vietnam, l'activité économique a continué beaucoup plus fortement qu'en France lors, du premier, du deuxième ou du troisième confinement. Donc la PME à Argenteuil, exemple concret, les pompes Broquet,
qui exportent au Vietnam, ils ont continué pendant les confinements. Et ce sont ces carnets de commandes qui ont permis de tirer l'activité Amortisseur de crise. en France. Amortisseur de crise. L'export, et l'international, c'est 6 millions d'emplois dans notre pays. Hein. Ce n'est pas une paille, c'est quasiment un tiers de l'emploi salarié privé. Et puis, offensif. Offensif, pourquoi ? Parce que je parlais du Vietnam. L'ASEAN, l'Asie du Sud-Est, c'est un doublement de PIB, de richesse, tous les 10 ans. Chine, très grosse croissance. Un tiers de la consommation mondiale, c'est aux États-Unis. Alors, je vais me faire provocateur. Quand Afrique on est entrepreneur en subsaharienne. Bretagne, on peut aller jusque là-bas, c'est possible. Lorsque On est entrepreneur breton, on peut aller en Chine, on peut aller partout. Bien sûr, c'est même pas une pas une question. Non, mais il n'y a pas de question. Il y a des boîtes bretonnes qui travaillent partout dans le monde, très bien. Il y en a dans le club Stratexio, les remorques Roland, par exemple. C'est une superbe histoire entrepreneuriale. Mytilimer, je crois aussi, sur les produits de la mer, c'est assez hallucinant. Ils vendent partout. Et je pense que c'est absolument ridicule de se dire qu'il y a des territoires pour lesquels l'international serait plus difficilement atteignable. C'est l'inverse même. C'est l'inverse. Je ne sais pas si on m'entend par-dessus. Je crois qu'il va falloir s'interrompre quelques instants. Il va falloir On ne peut rien faire, me dit-on en régie. Merci de notre attention. C'est l'inverse, c'est-à-dire que l'entreprise qui pense qu'elle va pouvoir rester tranquille au sein de son territoire, qu'elle n'est pas soumise aux disruptions contemporaines, qu'elle n'est pas soumise à la concurrence internationale, qu'elle peut vivre en passant entre les portes comme ça, tranquille, elle risque de se faire rattraper par la patrouille. Et l'international, c'est aussi une façon d'aller se confronter à des réalités de marché différentes, de tester son entreprise et de réimporter des idées. Ça marche dans les deux souvent sens. l'exemple d'Orange, qui a créé Orange Bank, parce qu'en Afrique, notamment, il y a l'utilisation très fréquente de paiements par téléphonie mobile. Bon, ils n'avaient pas l'idée, donc ça, c'est de la réimportation d'idées. Donc l'international, c'est plein de choses. Hein. C'est pas que du chiffre d'affaires ou des points de marge en plus, c'est aussi de la des méthode idées. mais c'est de la confrontation au monde. Il faut s'ouvrir au monde. Alors, s'ouvrir au monde proche ou lointain. Marilyn Berthaud-Sopchi, je me tourne vers vous. Vous êtes déléguée Burning de l'OSCI. Vous êtes aussi active sur le marché polonais pour accompagner des entreprises françaises et bretonnes sur ce marché. Comment avez-vous vécu cette période qui s'achève, on l'espère, et est-ce que vous considérez, vous aussi, qu'il y a eu de la transformation, qu'il va falloir changer un peu nos habitudes ? Ça se traduit concrètement de quelle manière, dans ce que vous observez ? Alors nous, contre toute attente, et pas seulement nous qui faisons de l'accompagnement sur la Pologne et l'Europe centrale, mais également nos confrères qui font le même métier sur le monde entier, on constate qu'on l'a très bien vécu, puisque, comme le disait Étienne, finalement, aller à l'international, c'est pas seulement du physique, c'est pas seulement aller se déplacer. On peut pallier à cela grâce aux nouveaux moyens, aux outils digitaux, à la vidéo, et de ce fait, ce qu'on a constaté, c'est que les entreprises ont pris le temps, puisque soudain elles avaient du temps pour se structurer, organiser, réfléchir à leur stratégie à l'international. Et puis, comme elles avaient des budgets qui se créaient du fait d'absence de déplacement ou de salon, eh bien, elles nous ont confié des études, des analyses, et elles ont réfléchi aussi à de nouvelles prestations, peut-être à nous confier, et de nouvelles missions, qui sont des missions, par exemple, de sourcing, parce que réimporter des idées, ok, mais on peut aussi importer des produits, des composants, mieux se fournir. Et c'est là aussi où on voit que nous, par exemple en Europe centrale, c'est notre cas, mais c'est pareil pour les confrères peut-être d'autres pays comme la Turquie ou d'autres pays en Europe de l'Est, qui ont vu une explosion de leurs demandes de sourcing, de recherche de fournisseurs ou sous-traitants sur leur zone. Parce que nombreux de nos clients étaient extrêmement dépendants de leur sourcing en Chine ou en Asie du Sud-Est, et ils se disent, là, avec l'explosion des coûts des containers, que vous connaissez tous, les problèmes de logistique, on va peut-être regarder ce qui se passe en Europe et comment mieux diversifier nos sources d'approvisionnement. Donc pour nous, c'était finalement cette période Covid. Elle est pas mal. Elle est plutôt sympa. Ouais. Il y a cette dimension de sourcing que vous évoquez à l'instant, Marilyn. Il y en a une autre qui est intéressante aussi, qui est peut-être un peu moins connue, qui est ce que vous appelez dans votre jargon, je crois, le build-up, c'est-à-dire de trouver des partenariats économiques, industriels avec des entreprises étrangères. Et ça se développe aussi. Oui, tout à fait. Alors ça concerne des entreprises qui sont sûrement
peu plus grosse, structurée. Un peu plus mature dans la démarche. Voilà, un peu plus mature. Quoique, on a des demandes d'entreprises qui font par exemple 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui se disent pourquoi pas se développer à l'international, non pas en créant ex nihilo une filiale ou en embauchant un VIE ou un commercial, mais peut-être en regardant ce qui se passe en termes de build-up, ça veut dire croissance externe, identifier des cibles intéressantes. Et c'est vrai que nous, en Europe centrale, on a de quoi faire, c'est la Pologne notamment, où les opérations de build-up, de croissance externe, c'est à peu près la moitié de la zone. Et puis en plus, on a énormément d'entreprises familiales qui n'ont pas de successeurs. Des questions de transmission. Oui. 92% des entreprises familiales polonaises n'ont pas aujourd'hui de successeurs. Donc on a effectivement... Et pendant la période Covid, je peux donner un exemple concret qui est tout à fait public, c'est le leader français des enduits pour le bâtiment qui s'appelle Toupret, qui fait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a closé, qui a pu racheter une entreprise qu'on avait identifiée en Pologne et qui a pu racheter la cible en faisant beaucoup de visio à distance. Donc c'est possible aussi d'aller jusque-là avec des moyens dématérialisés. Ces opérations, elles sont parfois, et sans doute généralement, soumises à des réglementations nationales qui varient selon les pays. On sait qu'en Asie, parfois un petit peu compliqué d'être majoritaire dans les joint ventures. Il y a des accords à trouver. Dans le cas que vous connaissez bien de Pologne, c'est plus simple, je crois. Oui, dès qu'on est dans l'Union européenne ou même l'Europe, il n'y a pas du tout de contraintes. Il y a très très peu de barrières. Alors, on va poursuivre avec vous, Jean-Christophe Piot. Vous êtes président du comité Bretagne des conseillers du commerce extérieur. Vous êtes aussi responsable des relations institutionnelles au sein du groupe Roulier. Et à ce titre-là, vous connaissez bien le marché international. Et vous me disiez, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, que effectivement, il y avait quand même des petites complications qui étaient intervenues ces derniers temps, notamment pour le transport de marchandises, les expéditions par container qui voyaient leur prix considérablement augmenté durant la période et qui avait un impact direct sur la rentabilité de vos opérations. Ça, c'est des contraintes externes qu'il faut savoir gérer et c'est pas simple. Non, c'est pas simple et je retiens de ce qu'ont dit les autres intervenants que plus on est déjà investi à l'international et mieux on a supporté la crise. Nous, si je parle de Roulier, on a un modèle économique qui fait que à partir du moment où un marché est mature, on a un centre de production et de la commercialisation pour tout un bassin, ce qui a beaucoup facilité aussi notre vie, parce qu'il y a des moments où on pouvait moins bien exporter, et quand on est déjà installé aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Turquie, etc., c'est plus simple. Après, vous le soulignez, Xavier, il y a effectivement ce paramètre-là du coût des matières premières. Et je crois qu'on est... nous, on le sent en agrofourniture, sur le P2O5, sur le K2O, sur toutes nos matières premières stratégiques, avec des augmentations complètement folles, qui peuvent faire plus de 100%. Un coût du fret qui aussi flambe partout, alors qui flambe parce qu'il y a une rareté aussi de l'offre. C'est la loi de l'offre et la demande, mais à l'échelle mondiale, ça fait des grandes amplitudes. Exactement, et au-delà de cet aspect pécunier, financier, où il faut payer sur certaines liaisons, où on était à 25-30 euros de la tonne, 60, 70 ou 80 euros de la tonne pour envoyer la marchandise au même endroit, il faut trouver déjà les conteneurs, il faut trouver les boîtes. Donc, et tout le monde en cherche au même moment, donc c'est pas facile d'avoir les premiers. Il faut se lever tôt. Ça complique la vie. On a la logistique a toujours été un atout stratégique du groupe, et je pense que toutes les entreprises doivent vraiment se focaliser là-dessus. Le fait qu'on soit très répartis dans le monde permet qu'on mette l'accélérateur sur une zone plutôt qu'une autre, donc ça permet de tamponner. Et puis les volumes qu'on pratique, les volumes qu'on transporte, sont tels qu'en général, on discute plutôt avec la compagnie maritime qu'avec les intermédiaires. Et c'est plus simple. On a de meilleurs coûts et on a une offre qui est plus accessible, et on a une information qui est infiniment plus pertinente et rapide qu'en passant par les sociétés traditionnelles d'affrètement. Mais alors, je discutais avec un de nos patrons de business unit qui me disait, écoute, on a ces difficultés-là. Le gros avantage, c'est que tous nos concurrents les ont aussi. Donc on est logé à la même enseigne. Effectivement. Donc après, bon,
À nous d'être plus malins, alors, sur d'autres sujets. C'est ça. Et après, bon, on sait que on est sur des produits à valeur ajoutée spécifique, super spécifique. Tout ne sera pas forcément répercutable. Hein. Toutes ces hausses, forcément, sont pas forcément répercutables. Mais plus on est dans les produits à valeur ajoutée, moins c'est douloureux. C'est pas indolore, mais la douleur est moindre. Ouais, la chaîne de valeur est importante et sa définition aussi. Fabrice, vous vouliez réagir? Non, juste Vous pour rebondir, oui, ou compléter ou rebondir. En fait, j'ai dit que la crise avait été un révélateur. Et c'est le cas hein, quand on parle de transport, de prix du fret. L'éclatement des chaînes de valeur, bah, ça a sauté aux yeux à la faveur de la crise Covid. Et donc, dans les années à venir, il est fortement probable qu'il y ait une redéfinition des chaînes de valeur et notamment des réimplantations plus proches de chez nous. En plus, ça correspond aux orientations écologiques. Ouais. Et donc, il y a ce mouvement, j'allais dire, presque de régionalisation de la mondialisation. Pas évident à dire, mais c'est un peu le cas. Et on voit bien aussi qu'il y a ce mouvement qui pointe parce que les systèmes entre eux sont trop différents. Et on arrive d'une certaine façon au bout d'un système où on est sur un libre-échange totalement pas non régulé, parce qu'il y avait plein de règles, il y a l'OMC, etc. Sauf que certaines zones, certains pays en particulier, par exemple la Chine, s'affranchissent de certaines règles et que l'acceptabilité d'avoir, par exemple, des marchandises qu'on importe, vous savez qu'on importe quand même 2/3 des biens manufacturés en France, qu'on consomme, c'est énorme. Cette acceptabilité d'avoir des marchandises importées qui ne répondent pas aux réglementations et aux standards qu'on s'impose à nous, à nos industriels, à nos entreprises, ben on est au bout de ce système. C'est vrai pour le consommateur, va peut-être. Oui, c'est vrai pour l'environnement. On voit bien ce débat sur la taxe carbone aux frontières européennes qu'on soutient nous au MEDEF. Donc il y a une régionalisation des flux, une réorientation et une compression des chaînes de valeur. Et dernier point très rapide, toujours sur la prise de conscience, il y a des secteurs entiers qui sont stratégiques et dont on s'est rendu compte qu'on n'avait plus du tout la maîtrise. Si on prend les principes actifs, bah, moi, avant la crise du Covid, et je pense que tout le monde dans la salle, avant la crise du Covid, je ne savais pas que 90% des principes actifs étaient faits hors de l'Union européenne. C'est quand on n'en a plus qu'on s'aperçoit qu'ils sont indispensables. Exactement. Et donc là, par exemple, concrètement, Sanofi a annoncé depuis la crise du Covid que 6 usines seraient réimplantées, ou seraient plutôt ouvertes en Europe pour produire des principes actifs de médicaments. Et donc, la question de la souveraineté, on est toujours pour le libre-échange, mais un libre-échange loyal avec des règles. Et aussi, on assume le fait qu'on doit avoir certaines filières, certains secteurs stratégiques où on doit avoir une souveraineté pleine et entière. La bonne taille, justement, la bonne maille sur cette approche-là, Étienne Vaucher, c'est la dimension européenne. L'Union européenne, dont parlait à l'instant Marilyn, montre qu'on a les mêmes règles, ce sont des pays différents, les coûts de structure ne sont pas toujours les mêmes. On peut jouer là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut travailler peut-être aussi? Je pense que si vous voulez, il faut bien voir que la croissance mondiale, depuis plusieurs années, elle est vraiment en Asie, essentiellement, qui est le cœur économique du monde, le cœur du marché, le cœur du commerce, le cœur de l'innovation. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas vivre en périphérie du centre du monde. Ça n'existe pas. Personne ne prospère dans la périphérie. Il faut se relier au cœur. Après, comment on le fait? Il y a différentes manières, mais il faut trouver le chemin. L'autre élément qui est important du point de vue stratégique, dans ce que disait Fabrice, c'est la diversification du risque. Dans un monde où on voit bien qu'il y a quand même du stop and go Covid, il y a du stop and go aussi protectionniste, il y a toutes sortes de stop and go dans les marchés et l'accès au marché, qui fait que si vous êtes sur trop peu de pays, vous allez couler, vous allez tomber. Il faut savoir qu'en France, les PME françaises exportent en moyenne sur moins de pays que les PME italiennes à chiffre d'affaires, taille et chiffre d'affaires export égal. On a une moindre diversification, si vous voulez, géographique de nos exportations par entreprise. Et ça crée des aléas. Si vous avez mis toute votre énergie à créer une filiale pendant 3 ans en Turquie et que la Turquie, ça se ferme pour une raison X ou Y, vous avez 3 ans d'efforts qui sont tombés. Et donc, du coup, ce que préconisent les académiques, ce que préconisent les gens qui réfléchissent en termes de stratégie export pour les entreprises, c'est vraiment les stratégies relativement légères, les modes d'entrée relativement légers, agents, distributeurs, où on peut faire entrée-sortie sans que ce soit trop coûteux, et la diversification quand même, et les stratégies qui permettent de diversifier l'approche pays. Alors là, on a des solutions digitales qui permettent, avec de la réassurance, par exemple, vous ne pouvez plus rencontrer les personnes dans les pays, mais vous pouvez organiser une réunion
avec vos cadres de production, vos collègues du SAV. Vous avez, grâce à la visio, une capacité de projeter beaucoup plus de confiance vers votre prospect, alors qu'avant, votre prospect, il voyait que votre visage et vous deviez lui raconter le produit et créer la confiance pour l'entreprise. Maintenant, les choses deviennent de plus en plus transparentes et donc votre entreprise presque tout entière peut être projetée et donc ça peut vachement réassurer les images de l'entreprise, les images des machines, ça peut réassurer. Et donc en fait, la prospection visio, c'est pas juste faire des zooms, c'est repenser la manière de créer de la confiance à distance sans rencontrer la personne et sans dîner, boire, passer du temps. Et donc ça, c'est un travail que vous devez faire en vous disant à quoi servaient les rendez-vous de prospection qu'on faisait avant ? Il y en aura toujours, mais il y en aura moins. Quels sont les segments de la valeur créée par ces rendez-vous que je peux organiser différemment ? Et il y a plein de solutions, les vidéos étant un élément essentiel, mais il y en a beaucoup d'autres. Et à ce moment-là, une fois que j'ai cette vision, comment j'organise mon équipe export ? Qui fait quoi ? Qui crée de la confiance sur LinkedIn, qui crée de la vidéo, qui raconte les produits, qui fait des espèces d'émissions de télé pour raconter l'entreprise au prospect, qui fait de la vente en streaming. On a beaucoup de possibilités acceptées de l'autre côté. Ce qui est important, c'est que ça a été ça marche adopté dans les de deux l'autre côté. sens, hein, c'est ça. Voilà. C'est vraiment intéressant cette nouvelle approche très concrète. J'avais envie de me tourner vers vous, Lydie Kernéis, pour savoir si les entreprises que vous accompagnez au quotidien en Bretagne sur ces questions d'international, s'y sont mis à ces nouvelles formules-là. Est-ce que ça percole, comme on dit ? Oui, comment dire, tout à fait. Et tu n'étais pas encore arrivé ce matin, Étienne, mais je l'ai cité avant que tu arrives, Xavier, et ça me frappe parce que c'était donc ce CCE, Pierre Morvan, qui a pris la parole lors de l'atelier Lab de ce matin, parce que lui, il a créé cette notion de TV, hein, en mettant en scène aussi l'ensemble de ses salariés, pas que le service commercial. Et je pense que cette digitalisation au sein de l'entreprise se fait, est acceptée de l'autre côté aussi. On a évoqué ce matin lors de cet atelier Lab, on a descendu l'enquête biannuelle et notamment les freins et les attentes de l'accompagnement à l'international. Et je pense que cette notion de digitalisation a été mise en lumière et le sera d'autant plus dans les prochains mois encore, car c'est quelque chose qu'il faut creuser. Et nos Bretons, pour répondre à cette question, ont tout intérêt à vraiment se l'approprier pour ne pas rester justement cantonnés à leurs exportations européennes que j'ai citées tout à l'heure, parce que les compétences que l'on a, les produits à exporter peuvent intéresser dans le monde entier, et on peut en effet aller jusqu'au bout de la démarche commerciale pour certains secteurs d'activité, on est bien d'accord, tout en restant en Bretagne. Et si j'ai bien suivi les démonstrations que vous venez de faire les uns et les autres, cela peut se faire à budget quasi constant et même peut-être un peu moins cher que lorsqu'il s'agissait d'aller prendre son billet d'avion, ses chambres d'hôtel et tous les coûts afférents. À qui parle budget, ça me fait tout de suite penser à l'assurance prospection. Donc, ça, je suis obligée de la sortir. J'ai parlé de GPI tout à l'heure, élargi à l'Europe. Vous avez compris le message. Quand tu parlais de filiales en Turquie, voilà, on peut créer une filiale maintenant en Europe ou faire de la croissance externe, comme disait Marilyn. J'ai bien compris qu'en Pologne, il y a beaucoup de monde sur les rangs. J'espère en tout cas nos Français et nos Bretons pour reprendre ces boîtes qui sont en transmission et qui pourraient être garanties par la garantie de projet international. Mais en effet, pour les budgets d'assurance prospection, on a vu une évolution aussi. Parce que qui dit plus de déplacements, plus de salons, comment on fait ? Eh ben, on continue de prospecter. Certes, ça peut coûter moins cher à un instant T, mais c'est aussi d'investir dans l'humain. Et dans l'humain qui peut être aussi de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire dans les pays, et faire appel, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens sur ce que je dis, l'externalisation de la fonction export, parce que c'est pas forcément nécessaire, on l'a évoqué aussi ce matin, d'embaucher un VIE s'il n'y a pas d'intérêt, s'il n'y a personne pour le recevoir, l'accueillir ou le former, mais de faire confiance aux opérateurs qui sont sur zone et qui ont vraiment aussi les clés et le côté interculturel sur telle ou telle zone. Donc l'assurance prospection, peut-être moins de budget sur les salons, les déplacements ou autres, mais sur la partie recrutement. Et là aussi, je fais le lien avec la jeunesse, parce qu'il faut qu'on garde en région Bretagne, et là c'est des clins d'œil à Vincent qui me voit du World Trade Center de Rennes, faire connecter nos jeunes qui viennent en région Bretagne pour se former avec les différentes universités ou programmes de formation, et qu'on les garde, nos entreprises bretonnes, pour faire grandir en interne les équipes, et enfin en prenant des jeunes, ou des moins jeunes qui reprennent leurs études, qui ont un profil international, pour faire grandir l'ensemble de l'équipe en interne.
Un cercle vertueux, oui. Peut-être je rajouterais, pas seulement par rapport à la question des budgets, oui, donc effectivement, plus de budget déplacement et salon foire, mais ce que j'ai beaucoup apprécié de la part des entreprises, là, pendant cette période, c'est que les entreprises se sont pas dit, bah, du coup, on fait rien. Non, elles nous ont dit, on va mieux analyser le marché, on va vous confier une étude de marché. Et croyez-moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier, les PME sont pas forcément friandes d'études de marché en amont. Elles préfèrent aller en direct, essayer de trouver le partenaire, prospecter. Et parfois, elles s'aperçoivent que ah bah mince, c'était pas le bon partenaire, ou on connaît pas très bien la taille du marché, ou on sait pas très bien quels sont nos concurrents, mais bon. Et là, elles se sont posées et elles ont dédié ces moyens-là financiers à des prestations justement d'études, d'analyse en amont. Et moi, j'ai trouvé ça super de la part des entreprises. C'est là aussi, merci pour ce témoignage très concret, c'est là aussi que les conseillers du commerce extérieur, Jean-Christophe Piot, rentrent, j'allais dire, en scène et peuvent être des relais très efficaces pour aider à l'identification des partenaires et à la connaissance des marchés étrangers. Oui, complètement. Et j'ajouterais peut-être sur la partie numérique, digitale, et que, outre le coût, mais il y a oser pour une TPE ou une PME, oser l'Afrique du Sud, et par visio c'est possible, en e-vitrine c'est possible. Il y a des pays, des zones du monde qu'on n'aurait pas forcément, en étant PME bretonne, qu'on n'aurait pas forcément osé. Et donc pour rebondir sur le réseau des conseillers du commerce extérieur, c'est quand même un réseau de 4500 conseillers répartis dans le monde entier, qui bossent avec les missions diplomatiques, les services diplomatiques des ambassades, des consulats. Donc avec à la fois, et ce sont tous comme nous en France et dans région, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui sont capables de partager de l'expérience avec vous. On est capable de relayer des questions, des problématiques en Allemagne. Le comité breton est en train de se jumeler avec le comité Irlande, et l'Irlande est un pays qui nous intéresse beaucoup et pour lequel on a beaucoup d'amitié en Bretagne. On a l'âme celte, mais surtout les Irlandais font de l'agri, ils font de la tech, ils font de la finance, et il y a énormément d'activités qui sont... Vous connaissez bien ce marché, vous y avez travaillé et vécu, je crois. Voilà, j'ai travaillé 4 ans à Dublin, et voilà, j'en ai gardé un profond attachement pour l'Irlande, mais surtout une connaissance du marché irlandais, la création de partenariats scientifiques, commerciaux, techniques avec les instituts irlandais, avec le Chagas, qui est l'équivalent de l'INRA en France. Et on est devenu le voisin européen le plus proche des Irlandais depuis que, grâce au Brexit, les Anglais sont plus là. Mais en tout cas, on a des spécialistes au sein du comité breton de différents pays, différents métiers, et on est bénévole. Donc voilà, comme dit Lydie, toute chose ne peut pas être gratuite, mais en tout cas, nos conseillers, nous, première sont porte gratuits, d'entrée qui permet... Mais on peut réorienter tout à fait sur Marilyn, sur MEDEF et sur toute la team France Export. Quand on n'est pas compétent, on le sait, on le dit. Et le réflexe CCE, c'est ce que vous nous dites, Jean-Christophe. Non, mais réflexe CCE couplé en effet aux autres opérateurs. Tu parles de la team France Export, et c'est vrai que c'est vraiment important que le message à faire passer à nos entreprises, que c'est un jeu collectif, collaboratif. Et je ferai quand même un petit clin d'œil, on l'a fait déjà hier matin, mais ici devant vous, parce que vous n'étiez peut-être pas là hier, sur notre Starac de l'international, cette matinale de l'export que l'on a créée depuis mai 2021 avec 6 opérateurs de l'international, 6 experts, les CCE. Et c'est grâce au CCE qu'on l'a créé en région Bretagne. Je tiens encore à te remercier, Jean-Christophe, parce que tu m'as suivi dans mon idée. Idée qui était à l'origine créée par mes homologues à Paris d'Île-de-France, qu'ils ont créée avec la Team France Export. Donc les CCE, l'INPI, les douanes, la région Bretagne, BPI France, puis BCI. Nous avons créé donc ces Starac de l'international le premier mercredi de chaque mois, en lien avec les technopoles dans un premier temps, parce qu'on sait très bien que l'innovation et l'international font très bon ménage, et nous avons commencé par le Finistère. La Brestoise a actionné ses fortes.
Et on duplique avec le Morbihan et ensuite ma collègue, ma binôme Sabine Launay le fera dans le 22 et dans le 35. Et c'est de se focuser sur les projets des entreprises. Du concret À plusieurs, encore. on leur octroie 45 minutes, on les passe à la moulinette, on leur pose des questions qui peuvent fâcher. Et il est peut-être là, mais Thierry Lucas de l'UNPI est bon pour ça parce qu'il tacle et il appuie là où ça fait mal. Mais souvent, on les oublie, justement, l'UNPI, les douanes. Et ça ne peut pas passer sans cette case si on veut vraiment un projet structuré et clair et qui va marcher dans la durée. Eh bien, ça, on suivra cette initiative avec intérêt au fil de son déploiement. Alors, je regarde l'heure, je suis là aussi pour ça. Il nous reste 5 minutes sur cette table ronde. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaiteraient poser une question, interpeller, avoir une réponse particulière à une question précise. On peut peut-être prendre ces quelques minutes avec un micro. Je ne sais pas si on peut passer un micro dans l'assistance. Je me tourne vers la régie, au fond, là. C'est possible ou pas? On vous en demande beaucoup de choses, j'en suis désolé. Mais... Sans ça, il y a des voix fortes aussi, peut-être que ça marche également. De nos micros. Voilà, on vous apporte un micro, merci. Merci, c'est gentil. Je me pose toujours la question quand on parle d'export et quand on parle de France en comparaison par rapport à l'Allemagne. Est-ce que c'est vrai que notre balance du commerce extérieur, elle est déficitaire malgré nos ventes d'armes, qui sont non pas des moindres, et en Allemagne, ils sont excédentaires. Et la différence, elle vient de quoi, en gros? Vous voulez qu'on refasse une conférence complète, là, si je Non, comprends bien? non, Étienne et Fabrice vont vous répondre rapidement. Merci pour la question. C'est un sujet complexe. Je pense que l'attitude des Allemands à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, ça a été de dire notre marché intérieur est totalement déprimé, complètement mort. On n'a qu'une solution, c'est d'exporter. Et à ce moment-là, ils se sont dit, OK, on n'a plus de capitaux, parce qu'ils étaient complètement ruinés après la Première Guerre mondiale. Et ils ont dit, voilà, il y aura une équipe qui va s'occuper du commerce, ça va être les sociétés de négoce. Et il y a une équipe qui va s'occuper de la production, ça va être les industriels. Et ils ont dissocié les deux fonctions. Et c'est comme ça que de 18 aux années 60, ils ont recréé en fait une maîtrise du marché mondial qui était de dissocier, et la stratégie était de dissocier, comme d'ailleurs ont fait après les Japonais, les Coréens, tous les pays qui ont fait un boost export dans leur vie. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une organisation politique et patronale qui a dit, voilà, vous produisez et vous vendez. Vous trouvez un accord pour que les uns rémunèrent les autres et travailler ensemble intelligemment, mais vous ne pouvez pas vous produire et vendre dans le monde entier, et vous ne pouvez pas vous vendre dans le monde entier des trucs que vous ne savez pas produire. C'est un modèle importable, ça Ça, c'est quand même flagrant. Hein. Il faut bien regarder l'histoire du XXe siècle. C'est que tous les pays qui ont fait Si vous regardez la Corée, qui était à 0 d'exportation en 50 et qui aujourd'hui rattrape et dépasse la France, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et les Japonais avant. Donc cette organisation-là, qui en France est assez difficile, qui renvoie à l'externalisation dont on parlait avant, c'est de dire, toi, tu produis un bien le plus avancé, le plus pointu, le plus complet, et tu collabores avec quelqu'un qui déploie le plus loin. Voilà. Cette organisation, si on arrive à l'imaginer dans le monde d'aujourd'hui, hein, on n'est pas en 1918, donc il n'y a pas de copier-coller. Mais cette logique de répartition des rôles et de coopération, si on arrive à trouver et à la déployer fortement, ça, c'est intelligent. Fabrice? Ouais, j'ai un petit tempérament avec toi là-dessus, Étienne. En fait, c'est pas qu'une question d'organisation. Et je pense que c'est la question, ce que vous avez posé. La France, moins 65 milliards d'euros, balance commerciale sur les biens manufacturés. Espagne, je crois, Philippe, plus 4, plus 6. Italie, plus 9, plus 50. Italie, Allemagne, 240, 237. Alors, moi, je veux bien que ça soit une question d'organisation, mais quand on pense que la France a de l'énergie nucléaire, donc les importations d'énergie, c'est pas non plus énorme, hein, il y a quand même un gros problème. L'export, c'est le miroir de ce qu'on est. Et ça ne trompe pas. C'est la vérité des chiffres immédiates. Et la vérité de ce qu'on est, c'est qu'on est moins compétitif que les autres. La vérité de ce qu'on est, c'est qu'on est passé quasiment de 20% d'industrie dans notre PIB à 10-11%. C'est une réalité. On exportait 17% du bloc européen, on est arrivé à 11%. Et je ne parle pas de compétition avec la Bolivie ou le Bangladesh, mais avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec l'Italie et l'Espagne. Donc, tous les sujets très ennuyeux que le MEDEF porte sur la fiscalité, sur le fait qu'il nous faut un nucléaire de nouvelle génération, parce qu'on a des coûts d'énergie très faibles et que ça rentre dans la compétitivité coût pour produire des choses qu'on exporte après en partie, ça, c'est un travail qui ne s'arrête pas. Alors, on a eu quelques victoires sur la fiscalité, mais ce n'est pas des victoires pour se faire plaisir.
C'est des victoires pour que nos boîtes puissent être sur les marchés à l'étranger compétitives, qu'elles puissent arracher des contrats, en gros, concrètement. Qu'elles ne soient pas plus chères à chaque fois et qu'elles se voient passer soit. Alors, il n'y a pas que la fiscalité, ça serait trop simple. Il y a aussi ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Est-ce qu'on est positionné sur les bonnes filières? Est-ce qu'on a les bonnes technologies? Est-ce qu'on a ceci et cela? Je prends un exemple simple. On n'a pas fait les GAFAM, ils ne sont pas chez nous, ils sont aux États-Unis. Les BATX sont en Chine. Par contre, on a fait LVMH, Kering, L'Oréal, Hermès, Chanel. Ça, c'est les GAFAM français des 20 dernières années. Et pourtant, ces boîtes-là, il y a 30 ans, c'était des PME. Et ils avaient des concurrents, il y avait des boîtes de luxe anglaises ou italiennes. Rien ne prédestinait ces groupes à être des mastodontes mondiaux. Mastodontes mondiaux. Et donc, ce qu'on a réussi avec ces groupes, ces groupes-là, ils ne vous parlent jamais des impôts de production. Ils en parlent, mais ce n'est pas vital pour eux. Parce qu'ils ont énormément de marge. Et donc, la compétitivité hors coût, avoir le bon design, avoir les bons produits, être sur vraiment des choses qui sont demandées, être projeté sur les bons... C'est hyper important. Donc, le MEDEF, il a toujours ce discours sur la compétitivité coût. Ça, c'est clair, net, précis, le marché du travail, la fiscalité, les coûts de l'énergie. Mais aussi, voilà, sur ce qui va créer de la valeur. Et ce qui va créer de la valeur, et le challenge, le défi qu'on a à horizon de 10 ans, c'est décarboner l'économie. Donc, si nos boîtes françaises arrivent à porter les innovations sur ce sujet, à porter les investissements sur ce sujet, ça sera à très forte valeur ajoutée parce que vous soyez en Inde, en Chine ou en Afrique, vous avez besoin de ces technologies. Tout le monde est touché par le réchauffement et la transition écologique. Donc nous, on essaye aussi de se positionner sur les sujets d'avenir. Créateur d'emplois et de filières économiques. Étienne? Création de valeur, je voulais juste rebondir sur ce que disait Fabrice. Vous vendez des produits, vous vendez des services, vous allez vendre des données. Vous devez réfléchir votre valeur proposée sur ces 3 axes. Vous vendez des produits et parfois vous vous arrêtez là, mais vous pouvez aussi vendre des services, par exemple de financement, de formation, de soutien marketing, de SAV, de recyclage. Il y a beaucoup de services qu'on peut vendre avec un produit. Mais maintenant, on peut aussi vendre beaucoup de données. Par exemple, vous pouvez prendre un produit et le transformer en fichier, le vendre en forme de données et le faire imprimer dans le pays où il doit être utilisé. Ça peut simplifier beaucoup de vos problèmes, y compris de droits de douane, de shipping et de matières premières. Vous devez réfléchir comme ça. C'est-à-dire, vous devez réfléchir, OK, j'ai un produit, c'est un substrat, c'est pas forcément toute la valeur. La valeur, on peut la capter dans le service qui va avec, dans la donnée qui va avec. La donnée, c'est aussi la donnée marketing, c'est aussi... Et donc là, il faut vraiment, à chaque fois qu'on voit un objet exportable, lui trouver toute sa valeur produit, toute sa valeur service, mais toute sa valeur donnée. Ça, c'est pas mesuré. D'ailleurs, souvent, le service, on commence à peine à populariser sa mesure. Hein, quand on vous dit la France a 60 milliards de déficit, mais c'est le déficit dans les produits. Or, la France, si vous voulez, elle exporte 2 tiers de ses exportations, c'est du produit, 1 tiers, c'est des services. Ça, c'est en chiffre d'affaires, car tout ce qu'on vous communique, c'est des chiffres d'affaires. Si on regarde les marges, la France, c'est 51% de ses exportations, c'est du service exprimé en marge. Donc, les 49%, c'est du produit. Donc, on parle tout le temps des produits qui font 49% de nos exportations. Donc il faut aussi bien regarder que les instruments de mesure datent de Mathusalem. Et donc vous devez regarder produits, services, data. Et data, personne ne mesure. C'est associé à service, mais c'est une autre nature que service. Data, c'est pas comme service, mais c'est dans le même paquet. Donc vous devez bien regarder ça parce que les mesures, les journalistes, l'ensemble des médias, tout le monde vous parle de l'exportation des produits. Dans un monde où l'exportation des produits va être de plus en plus difficile, parce que si vous payez les conteneurs 5 fois le prix. Il y a des produits qui vont passer parce que vous mettez 500 000 € dans le conteneur, mais si vous mettez 30 000 € dans le conteneur, c'est fini. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ce que vous exportez si le conteneur doit rester à 30 000 €. Et juste pour finir sur une note un peu inquiétante, c'est que si le conteneur il reste effectivement à 20 000 € sur la Chine, là il est à 20 000 € sur la Chine, mais je veux dire, qu'est-ce qui va se passer en 2020 ? Là, il y est pour 2021, ça ne va pas changer. Les gens disent jusqu'en 2022, ça ne va pas changer. 23, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une grande partie de la flotte mondiale qui va être mise au rebut parce qu'elle n'a pas les normes environnementales. Vous avez la réduction de la vitesse des bateaux qui va vous ramener quand même beaucoup moins de capacité à transporter du conteneur. Vous allez avoir de la norme environnementale à fond sur le transport qui va vous faire que même si la demande baisse, l'offre va baisser. Et dans ces cas-là, votre équilibre offre-demande, il n'a pas forcément changé beaucoup. Donc il faut vraiment penser que la hausse du prix du transport pourrait être quelque chose de structurel, notamment par rapport au coût du carbone. Et tant qu'on n'a pas substitué l'entièreté de la flotte
de maritime par des bateaux qui consomment moins de carbone, et ça va prendre du temps, ils sont dessus. Ils sont dessus. Vous imaginez, il faut 30 ans pour faire ça. Donc là, il y a vraiment une équation importante, c'est OK, je vends du produit et je le ship. Combien de temps ça peut durer? Je vends du service parce qu'il faut créer plus de valeur. Et il faut que je vende la data parce qu'à la fin, c'est quand même ça qui est plus facile à manipuler. Merci pour cette intervention presque conclusive. On a déjà dépassé de 5 minutes notre temps réglementaire. D'un mot chacun, s'il y avait un message à faire passer à celles et ceux qui nous écoutent pour reconsidérer justement leur capacité de projection internationale, un conseil, une envie. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais un mot, une idée? Si je prends l'exemple de mon groupe, on est compétitif parce qu'on vend plus cher que les autres. Et on n'est pas compétitif parce qu'on vend plus cher, mais on vend des produits que les autres ne font pas. Et il faut vraiment, il faut éviter le syndrome poulet de machin de batterie. Et il faut vraiment être dans le produit spécifique, le produit technique, et apporter de la valeur et du service ajouté au produit. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Marilyn? Cette période, moi, m'a prouvé qu'on peut penser autrement l'international, et justement ça fait écho à ce que vient de dire aussi Étienne, et que c'est pas seulement du physique, et c'est bon aussi pour la planète de sans doute mieux réfléchir à ces déplacements, non pas arrêter de se déplacer parce qu'on en a besoin, mais mieux réfléchir à ces déplacements et mieux identifier ces marchés cibles, et effectivement mieux penser l'international. Merci beaucoup. D'un mot, parce que vous en avez dit beaucoup. Oui, j'ai beaucoup consommé de mon temps de parole, mais born global, reborn global. C'est-à-dire, si demain vous devez réinventer votre entreprise, pensez pour le monde, comment vous feriez, et ça peut vous inspirer pour l'entreprise telle que vous l'avez aujourd'hui entre vos mains. Bon conseil. Moi, c'est pas un conseil, c'est contacter MEDEF pour intégrer le cas échéant Stratexio. Voilà, parce que c'est des dynamiques qu'on crée notamment en Bretagne. Il y a 8 boîtes, des très belles boîtes. On crée un deuxième club. Et contacter MEDEF International pour participer, il y a Philippe Gauthier, le DG, aux 200 actions, 200 missions par an dans tous les pays, les géographies difficiles, de la Libye à l'Irak, à la Colombie, au Maroc. Il y en a pour tous les goûts. Faites-le, c'est vraiment efficace. Il y a un retour sur investissement. Il y a un avant et un après. On va suivre vos conseils. Allez, le dernier mot, c'est pour vous, Lydie. Le dernier mot pour moi, l'international, je dirais que c'est comme courir un marathon. Donc on ne lâche rien, il faut avoir l'envie. Et là, c'est souvent les dirigeants qui doivent l'avoir pour impulser au sein de leur entreprise cette envie partagée. Pourquoi le parallèle avec le sport et notamment le marathon? Parce qu'on a beau se faire un diagnostic au début et il faut rien lâcher et être coaché, avoir un bon régime alimentaire, apporter du carburant. C'est moi le carburant, j'ai les thunes. Donc l'international sans les thunes, ok, mais il vaut mieux externaliser son risque. Mais pensez que c'est un long chemin qui n'est peut-être pas facile, mais il faut avoir le mental. Et je vous invite à lire le livre d'Étienne Vauchez. Je l'ai passé plusieurs fois parce que pour moi, partir à l'international, c'est qu'il faut vraiment avoir un diamant intérieur. Non pas dans son cœur, mais au niveau de son produit, de sa boîte, parce que sinon, ça sert à rien d'aller vendre des pommes en direct en Iran. C'est bien ça, Étienne? L'export, l'avenir de la France. Merci. Je prends le chèque après. Voilà, merci à tous les 5. Merci à vous de votre écoute. Voilà, il reste encore des rendez-vous, vous le savez, ça va se passer dans l'auditorium, notamment la confrontation avec Fabrice Le Sachet et Philippe Crevel pour nous parler du monde qui vient, et puis la conclusion et la clôture de ce deuxième forum économique breton. À tout à l'heure. Merci de votre attention.